Chaque année, les musées reçoivent des centaines de colis, des pierres volées, renvoyées par des touristes terrifiés qui supplient qu'on leur pardonne. Aujourd'hui, 13 objets maudits qui ont détruit leurs propriétaires. Un diamant lié à 3 chutes depuis de hautes fenêtres. Une poupée qui reçoit des lettres d'excuses. Un vase si redouté qu'il a été enterré en secret. Chaque histoire s'accompagne de noms et de dates bien réelles, et le dernier artefact aurait peut-être déclenché la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. Chers spectateurs, je ne vais vous prendre que 15 secondes. Si vous souhaitez soutenir mon travail, laissez un j'aime et un commentaire. C'est la meilleure façon d'aider la chaîne à se développer. Bon visionnage. La 13e place revient aux roches de lave d'Hawaï. Des pierres noires et lisses que les touristes glissent par milliers dans leurs poches, puis renvoient par centaines. Les colis arrivent au parc national des volcans d'Hawaï presque tous les jours. À l'intérieur, des morceaux de lave durcis, des bocaux de sable noir, parfois un simple galet pas plus gros qu'une pièce. Et avec presque chaque pierre, il y a une lettre. Des lettres qui ressemblent à des confessions. L'une raconte une perte d'emploi, un mariage qui s'effondre et une santé qui décline dans les 18 mois qui ont suivi des vacances à Hawaï. Une autre énumère un accident de voiture, une maison inondée et une jambe cassée, et supplie les gardes de remettre la pierre exactement là où elle a été prise. Le personnel du parc a un nom pour ces envois, les pierres d'excuses. Elles arrivent de tous les continents, parfois des décennies après le vol, emballées dans du papier bulle et dans la culpabilité. Selon la tradition hawaïenne, les îles appartiennent à Pélé, la déesse des volcans et du feu, qui vit dans le cratère incandescent du Kilauea. Les habitants parlent d'elle comme on parle d'une voisine au caractère bien trempé. Elle apparaît dans les récits sous les traits d'une vieille femme au bord de la route ou d'une belle inconnue vêtue de rouge, et les conducteurs sur les routes du volcan ralentissent encore pour prendre des autostoppeurs au cas où. On dit qu'elle est généreuse avec ses invités, mais impitoyable avec les voleurs. Et chaque pierre, chaque poignée de sable est sa propriété. Emportez un morceau de sa maison, prévient la légende, et elle vous poursuivra à travers l'océan, démantelant votre vie jusqu'à ce que vous rendiez ce qui lui appartient. Restez près du cratère, et la légende prend une dimension presque physique. L'air sent le soufre, le sol est chaud à travers les chaussures, et quand la pluie frappe la lave fraîche, elle grésille comme quelque chose qui respire. Et maintenant, voici le rebondissement qui rend cette histoire encore plus étrange, pas plus simple. Beaucoup d'historiens, et même des gardes du parc, disent que cette malédiction n'a rien d'ancien. On n'en trouve aucune trace dans les anciens chants hawaïens, ni dans les traditions consignées. Une théorie populaire affirme qu'un garde du parc exaspéré l'a inventé au milieu du XXe siècle pour empêcher les visiteurs de dépouiller le paysage. Une autre version accuse les chauffeurs de bus touristiques, lassés de voir les débris volcaniques rayer leur siège. Si cette théorie est vraie, alors quelqu'un a fabriqué une fausse malédiction, et la réalité s'est mise à lui obéir. Parce que les lettres, elles, sont bien réelles. Les mariages brisés, les faillites, la série d'accidents invraisemblables qu'elles décrivent sont assez réels pour pousser des adultes à dépenser de l'argent afin d'expédier une pierre à l'autre bout de la planète. Les Hawaïens autochtones vous diront que l'explication n'a pas d'importance. Prendre les pierres est dans tous les cas un manque de respect envers Pélé, et le manque de respect a des conséquences. Les sceptiques vous diront que la malchance arrive à tout le monde et qu'une pierre volée lui donne simplement un visage. Mais les colis continuent d'arriver. Certains expéditeurs vont plus loin que les excuses. Ils glissent de l'argent dans les enveloppes et supplient les gardes d'acheter une offrande pour Pélé, des fleurs, des fruits, n'importe quoi, pour adoucir le retour. Le parc a dû préciser officiellement que le personnel n'accomplit aucun rituel.
Ils se contentent de rapporter les pierres dans les champs de lave et de les laisser parmi des millions d'autres identiques comme des tombes anonymes pour de mauvais choix. Et quelque part, en ce moment même, un touriste fixe un petit galet noir posé sur son étagère en se demandant si c'est lui qui a déclenché la spirale. Alors voici une question que seul ce chapitre peut vous poser. Soyez honnête, chez vous, quelque part, vous avez sans doute votre propre souvenir volé, un coquillage, un galet, une pincée de sable prise sur une plage lointaine. Si votre chance s'effondrait comme celle des gens dans ces lettres, le renverriez-vous vraiment avec des excuses ou le garderiez-vous en tentant votre chance? Un mot dans les commentaires, rendre ou garder. La 12e place revient à toute une ville de souvenirs maudits, Pompéi. Lorsque le Vésuve est entré en éruption en l'an 79, il a enseveli la cité romaine sous des mètres de cendres brûlantes et l'a figée dans le temps. Des pains encore dans les fours, des chiens toujours attachés à leurs chaînes, des gens recroquevillés au sol, les mains sur le visage pour se protéger. Aujourd'hui, près de 4 millions de touristes parcourent chaque année ces rues de pierre silencieuses. Et un pourcentage constant d'entre eux volent. Un éclat de fresque, un fragment de mosaïque, un morceau de pierre ponce arraché à un mur qui a vu mourir 2000 personnes. Puis, des mois ou des années plus tard, beaucoup de ces mêmes fragments reviennent à la maison. Le parc archéologique de Pompéi reçoit tellement d'objets restitués que le personnel en tient un archive, avec les lettres qui arrivent dans les colis. Et ces lettres donnent la chair de poule. Les visiteurs décrivent sans cesse le même schéma. Tout allait bien jusqu'à ce que le souvenir entre dans la maison, puis la vie a commencé à se dégrader. Le cas le plus célèbre est celui d'une Canadienne qui a signé sa lettre d'un simple prénom, Nicole. Jeune touriste, elle avait emporté 2 tesselles de mosaïque, des morceaux d'amphore et un fragment de mur en céramique. 15 ans plus tard, elle a tout renvoyé par la poste. Pendant cette décennie et demie, écrivait-elle, elle avait traversé 2 cancers et de lourdes difficultés financières, et elle était devenue convaincue que les pièces volées portaient ce qu'elle appelait une énergie négative. J'étais jeune et stupide, disait sa lettre. Elle ne voulait plus jamais de Pompéi chez elle. Les responsables du parc ont confirmé que son cas faisait partie de centaines de retours de ce genre sur plusieurs décennies, à tel point que le phénomène jouit d'une petite renommée discrète parmi le personnel. Et c'est là que les théories commencent. Le camp rationnel dit que c'est la culpabilité qui fait le travail. Vous volez dans une fosse commune, vous vous sentez sale, et chaque malheur qui suit est attribué au crime posé sur votre étagère. Mais il existe une lecture plus sombre, et beaucoup de gens y croient. Pompéi n'est pas une ruine comme les autres, c'est un lieu de sépulture où les victimes sont toujours présentes. Les célèbres moulages en plâtre ne sont pas des statues, ce sont des coquilles formées autour de vrais corps, de vrais squelettes, figés dans leur dernier cri à l'instant de leur mort. Marcher là-bas dans la chaleur de l'après-midi, avec la poussière sur la langue et l'odeur de la pierre chaude dans le nez, c'est traverser un cimetière qui n'a jamais été consacré, jamais fermé, jamais autorisé à se reposer. Ceux qui croient à la malédiction disent que chaque fragment de la ville appartient à ces morts, et que les morts remarquent quand on emporte quelque chose. Le parc a, à sa manière, embrassé le phénomène. Les fragments restitués et leurs lettres ont été rassemblés dans une sorte d'exposition informelle. Les responsables ont un jour plaisanté en disant qu'on pourrait l'appeler le musée de ce qui a été volé. Chaque pièce est répertoriée, mais la plupart ne peuvent jamais retourner exactement à leur place. Une fois arraché à son contexte, un artefact perd à jamais sa voix scientifique. Ce qui diront les archéologues est la seule malédiction qu'ils reconnaissent officiellement.
Que l'on adhère ou non à la version la plus sombre, un détail reste difficile à chasser. Le parc pourrait ranger discrètement les objets restitués et ne rien dire. Au lieu de cela, les lettres continuent de s'accumuler, sans qu'on les y pousse, sans paiement, sans contrainte, venues d'inconnus sur différents continents qui ne se sont jamais rencontrés et qui décrivent pourtant tous le même poids invisible entrant dans leur vie. Une ville morte en hurlant, semble-t-il, ne rend pas ses os avec politesse. 11e du compte à rebours, il se dresse seul au bord d'une forêt suédoise, un bloc brut de granit plus haut qu'un homme, taillé il y a environ 14 siècles. On l'appelle la pierre runique de Björketorp, et c'est l'une des plus hautes pierres runiques du monde, dressée à plus de 4 mètres sous le ciel gris de Scandinavie. 2 autres énormes pierres se tiennent à ses côtés, formant un cercle silencieux dans la bruyère. Elles sont vierges. Une seule pierre parle, et ce qu'elle dit n'est ni un hommage, ni une fanfaronnade, ni le nom d'un roi. C'est une menace. Gravée en futarque ancien, le plus vieux des alphabets runiques, l'inscription dit « Moi, maître des runes, je cache ici des runes de pouvoir. Sans cesse tourmenté par la malveillance, voué à une mort insidieuse, est celui qui brise ce monument. » Ce texte a été traduit, vérifié et revérifié par des générations de chercheurs et son sens ne fait pas vraiment débat. Quelqu'un, au 7e siècle, a passé des semaines de labeur brutal à marteler une condamnation à mort dans le granit. Une malédiction conçue pour survivre à son auteur pendant 1000 ans. Et elle a fonctionné. La pierre n'a jamais été déplacée. Et voici le plus étrange. Les archéologues n'ont trouvé aucune tombe en dessous. Les pierres runiques de ce genre protègent généralement une sépulture, mais les fouilles autour de Björketorp n'ont rien révélé. Ni os, ni chambre funéraire, ni trésor. Quoi que protègent les runes de pouvoir, cela n'a jamais été retrouvé, et cette absence alimente les théories depuis plus d'un siècle. Certains chercheurs pensent que le site marquait une frontière cultuelle, une limite entre le monde des vivants et quelque chose que les tailleurs voulaient garder dedans ou dehors. D'autres soupçonnent que la tombe est simplement plus profonde ou ailleurs, cachée précisément parce que la pierre attire l'attention sur le mauvais endroit, un leurre avec des dents. Pour ajouter au malaise, Björketorp n'est pas seul. À quelques kilomètres se dresse la pierre de Stentoften, gravée avec presque la même formule de malédiction, mot pour mot, comme si un seul maître des runes ou une seule école de maîtres avait semé la région de mise en garde. 2 pierres, une seule menace, et ce qu'elles gardent entre elles est resté caché pendant 14 siècles. La légende locale ajoute un corps à l'histoire. Il y a longtemps, raconte-t-on, un fermier décida que la pierre gênait une bonne terre et résolut de la renverser. Le jour où il vint s'en occuper était calme, sans vent. Il empila du bois autour de la base, comptant chauffer le granit pour le faire éclater. Au moment même où il alluma le feu, une tempête soudaine déchira le ciel paisible. Et un éclair le tua sur-le-champ, mettant ses cheveux en flammes tandis que les feux autour de la pierre s'éteignaient comme étouffés. Après cela, la pierre fut laissée tranquille. Définitivement. Tenez-vous là aujourd'hui et vous comprendrez pourquoi cette histoire a pris. La forêt est silencieuse d'une manière qui semble volontaire. La mousse grimpe sur le granit comme des doigts lents. L'air a le goût de pluie et de fer froid. Et les lignes gravées, encore nettes après 14 siècles, accrochent la lumière au crépuscule comme si elles venaient d'être taillées. La Suède moderne a construit des routes, des fermes et des villes dans chaque recoin du Blekinge. Pourtant, cet endroit est resté intact. Le monument se dressant exactement là où un maître des runes sans nom a planté son avertissement.
Les sceptiques parlent de folklore à propos de l'histoire de la foudre, et ils ont sans doute raison. Mais regardez ce que personne n'a jamais fait. En 14 siècles de rois chrétiens, de paysans avides de terre et d'archéologues curieux, personne n'a brisé la pierre. Quelle que soit la langue qui change, quels que soient les dieux qui meurent, un message a été reçu haut et fort par chaque génération qui a foulé cette clairière. Certaines paroles sont gravées dans la pierre parce qu'elles sont faites pour être obéies. Le numéro 10 est assez petit pour se cacher dans une poche de manteau, et la légende raconte qu'il a vidé 4 maisons de famille. La femme de Lembe est une figurine en calcaire pâle, sculptée à Chypre il y a environ 5500 ans. Une forme féminine abstraite, sans visage, très probablement une idole de fertilité venue d'un village disparu avant même l'invention de l'écriture. Déterrée près de l'ancienne implantation de Lembe à la fin des années 1800, elle aurait dû n'être qu'un autre artefact poussiéreux dans une vitrine. À la place, elle a reçu un surnom que les musées n'attribuent pas d'ordinaire, la déesse de la mort. Voici l'histoire qui lui est attachée. Le premier propriétaire moderne de la statue était un noble nommé Lord Elfon, et, dans les 6 ans qui ont suivi son arrivée chez lui, 7 membres de sa famille étaient morts. La figurine passa ensuite à un collectionneur nommé Ivor Manucci. Son foyer suivit le même chemin. Puis vint un certain Lord Thomson Noel, dont la famille connut le même sort. Le 4e propriétaire, Sir Alan Beaverbrook, mourut avec sa femme et ses 2 filles. À ce stade, le schéma était impossible à ignorer, et les fils survivants de Beaverbrook ne voulaient plus rien avoir à faire avec la petite femme pâle. Ils la remirent au Royal Scottish Museum d'Édimbourg, et la légende affirme que la malédiction fit un dernier salut. Le premier conservateur à manipuler directement la statue était mort dans l'année. Depuis, raconte-t-on, aucune main nue ne l'a touchée. Elle attend derrière une vitre, blanche comme la craie et silencieuse, son visage vide tourné vers quiconque se penche vers elle. C'est l'une des histoires de malédiction les plus répétées au monde. Et maintenant, voici le vrai mystère, car lorsque des chercheurs ont réellement cherché les victimes, ils ont trouvé quelque chose de pire qu'une malédiction. Ils n'ont rien trouvé. Aucun Lord Elfon dans les registres de la pairie britannique, aucun Manucci, aucun Thomson Noel, aucun Sir Alan Beaverbrook, aucun document de musée confirmant la mort d'un conservateur et aucune trace écrite claire de la propriété initiale de la statue. Des lignées aristocratiques entières censées avoir été anéanties, et l'histoire n'a aucun souvenir d'elles. Ce qui laisse 2 possibilités, et elles sont toutes les 2 troublantes. La première, l'histoire est une invention, probablement née au cours du XXe siècle dans une anthologie de poche consacrée au paranormal, puis recopiée de livre en livre, de site en site, jusqu'à ce que la répétition la polie et lui donne des airs de vérité. Si c'est le cas, la femme de Lembe prouve quelque chose de vraiment inquiétant, qu'une malédiction n'a pas besoin d'être réelle pour se propager, contaminer les pages et survivre à tous ceux qui auraient pu la démonter. Un fantôme fait uniquement de récits répétés. La seconde possibilité est celle que préfèrent les croyants. Les archives ne sont pas perdues, elles ont été retirées. Une histoire aussi cohérente, disent-ils, avec des noms, des dates et un bilan de mort, ne surgit pas de nulle part. Et un musée qui conserverait un objet tuant ceux qui le manipulent aurait tout intérêt à enterrer discrètement la paperasse. Voilà ce qui rend l'énigme encore plus profonde. Des musées du monde entier conservent des dizaines d'idoles en calcaire presque identiques venues de l'ancienne Chypre. Même pierre pâle, même bras croisés, même visage vide. Et aucune d'entre elles n'est associée à une histoire de malédiction. Dans toute une famille de sculptures, la légende a choisi exactement une sœur et l'a rendue célèbre.
La vérité se trouve quelque part dans ce brouillard, et le brouillard, c'est justement le point. Il y a 5500 ans, quelqu'un a sculpté cette figure pour une raison que nous ne connaîtrons jamais. Naissance, mort, culte, avertissement. Toutes les mains qui l'ont façonné, prié ou redouté, sont poussière depuis des milliers d'années. Ce qu'elle signifiait alors a disparu. Ce qu'elle signifie aujourd'hui, c'est nous qui l'avons écrit, et nous avons choisi d'en faire une tueuse. Tenez-vous devant cette vitrine, et le calcaire paraît doux, presque chaud, comme quelque chose qu'on aurait envie de prendre dans ses bras. L'étiquette dit « Antiquité », le surnom dit autre chose. Et personne au musée ne semble pressé de vérifier lequel des deux a raison. Dans un petit musée du Yorkshire, la 9e place est suspendue à plus d'1,50 m du sol. Une simple chaise en chêne, fixée au mur, pour qu'aucun être humain ne puisse jamais plus s'y asseoir. C'est la chaise de Busby, et si elle est accrochée là, c'est à cause d'une promesse faite par un meurtrier, la corde au cou. En 1702, Thomas Busby était un ivrogne, un bagarreur et un petit faussaire dans la ville de Thirsk. Il travaillait avec son beau-père, Daniel Auty, à fabriquer de fausses pièces, jusqu'au jour où les deux hommes se sont brouillés. D'après l'histoire, Busby rentra chez lui et trouva Auty assis dans son fauteuil préféré, la place du peuple qu'il considérait comme la sienne. La dispute qui s'ensuivit se termina cette nuit-là avec Auty battu à mort à coups de marteau. Busby fut arrêté, jugé et condamné à être pendu. Sur le chemin de l'échafaud, on lui accorda une dernière requête, un ultime verre dans son auberge habituelle, assis dans sa chaise habituelle. Il vida son verre, se leva et selon la légende prononça ces mots qui lui survivraient pendant 3 siècles. Que la mort soudaine frappe quiconque osera s'asseoir dans ma chaise. Puis on le pendit, on enduisit son corps de goudron et on le laissa se balancer dans une cage de gibet au carrefour pour servir d'avertissement. L'auberge prit son nom, le Busby Stoop Inn, et la chaise resta. Pendant longtemps, c'était un défi. Après quelques verres, quelqu'un finissait toujours par vous lancer le pari de vous asseoir là où le meurtrier s'était assis. Puis les défis ont commencé à mal finir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des aviateurs d'une base voisine venaient boire à l'auberge, et l'on raconte que les jeunes hommes qui relevaient le défi ne revenaient pas de leur mission. Jusqu'au jour où les équipages ont commencé à refuser d'approcher ce siège. Au fil des décennies, les habitants ont tenu un sinistre décompte. Un autostoppeur qui s'y est assis et est mort sur la route quelques heures plus tard. Un ouvrier du bâtiment qui a relevé le défi pendant sa pause déjeuner et s'est écrasé à travers un toit dans l'après-midi. Une série d'accidents, de chutes et de morts soudaines, chacune liée, à tort ou à raison, à quelques minutes passées dans une vieille chaise en chêne. En 1972, le propriétaire en a eu assez. Il a demandé au musée de Thirsk d'emporter l'objet, à une seule condition, qu'il soit exposé de façon à ce que personne ne puisse jamais s'y asseoir, ivre, téméraire ou non. Le musée a accepté et l'a fixé au mur bien au-dessus de la hauteur d'un homme, où elle se trouve encore aujourd'hui comme le trophée de quelque chose que personne ne veut nommer. Le lieu lui-même n'a jamais échappé à l'histoire non plus. Le carrefour où le cadavre goudronné de Busby se balançait a porté son nom pendant 3 siècles, et l'auberge a capitalisé sur la légende jusqu'à sa fermeture définitive. Les habitants plaisantaient en disant que le pub avait survécu à tous les hommes assez courageux pour tester son siège le plus célèbre. Puis, des décennies plus tard, un historien du mobilier a examiné la chaise et a découvert le détail qui renverse toute cette histoire. Les barreaux avaient été tournés à la machine. Cette technique de fabrication n'existait pas avant environ 1840.
La chaise du musée a été construite quelque 140 ans après l'exécution de Thomas Busby. Il ne s'y est jamais assis. Il ne l'a jamais maudite. Il n'était déjà plus que goudron et os bien avant qu'elle ne soit fabriquée. Ce qui laisse une question plus glaciale encore que la malédiction elle-même. Si les morts étaient assez réels pour terroriser une ville, et si la chaise n'est pas la bonne chaise, alors qu'est-ce qui tuait exactement les gens qui s'y asseyaient? Les croyants disent que la malédiction ne vit pas dans le bois, elle vit dans les mots, et les mots, eux, peuvent déménager. Les sceptiques disent qu'un défi de bistrot, plus l'alcool, plus des routes dangereuses, ça donne une coïncidence qu'on peut régler comme une horloge. Le musée, de son côté, ne prend aucun risque dans un sens comme dans l'autre. La chaise est toujours là, hors de portée, dans l'odeur silencieuse du vieux vernis et de la poussière. Un siège vide qu'une ville entière a décidé, sans jamais vraiment le dire à voix haute, ne devait plus jamais accueillir un être humain. En 8e position se trouve un cadeau de mariage que, selon la légende italienne, les autorités ont jugé plus prudent de soustraire au monde. On dit que le vase Bassano serait un récipient en argent sculpté du XVe siècle, fabriqué quelque part près de Naples, froid, lourd, magnifique, et d'après tout ce qui a survécu à son sujet, mortel pour quiconque le considère comme sien. L'histoire commence comme la moitié du folklore sombre italien commence, avec une mariée. La nuit de ses noces, raconte la légende, on l'aurait retrouvée en train d'agoniser, le vase serré dans ses mains. Certaines versions disent qu'elle a été assassinée, d'autres que personne n'a jamais vraiment expliqué ce qui s'était passé. Dans son dernier souffle, elle jura qu'elle ne laisserait jamais partir le vase et promit de se venger de ceux qui le lui avaient pris. Sa famille, des gens pragmatiques, le lui prit quand même. Ce qui suivit fut un massacre lent, étiré sur plusieurs générations. Le vase passa de parent en parent, et ses propriétaires mouraient les uns après les autres, brutalement, trop tôt, sans lien apparent avec la maladie ou l'âge. Finalement, la famille comprit, ou du moins crut comprendre, ce qu'elle avait entre les mains. Le vase fut scellé dans une boîte et caché. Selon certaines versions, il fut enterré en secret, avec un avertissement glissé à l'intérieur pour celui qui le trouverait un jour. Pendant des siècles, cela aurait dû être la fin. Puis, en 1988, l'histoire refait surface. Le vase est déterré lors de travaux en Italie et dans la boîte se trouve aussi une note manuscrite. La note dit « Méfiez-vous, ce vase apporte la mort ». Celui qui l'a trouvé a fait exactement ce qu'un être humain ferait avec une antiquité en argent inestimable et un bout de papier. Ils ont jeté l'avertissement et vendu l'argent. Le vase est passé aux enchères et a rapporté environ 4 millions de lire. Son acheteur, un pharmacien, était mort au bout de 3 mois. Il fut revendu à un chirurgien qui ne croyait pas aux malédictions. 2 mois, dit la légende, et il avait disparu. Un troisième acheteur, un archéologue, a tenu 3 mois. Après le 3e enterrement, la réputation du vase allait plus vite que n'importe quel commissaire-priseur. Les familles des morts l'ont pratiquement renvoyé sur le marché. Le dernier propriétaire l'aurait jeté par une fenêtre dans un accès de désespoir. Et puis vient le passage le plus étrange de toute cette histoire. Aucun musée n'en a voulu. Des institutions qui exposent sans problème des momies, des armes de meurtre et des reliques de peste auraient refusé ce petit vase en argent. Au final, raconte l'histoire, la police s'en est emparée et l'a fait enterrer dans un lieu non identifié, certains disent dans un cercueil doublé de plomb, à un endroit volontairement absent de tous les registres. Si c'est vrai, il est encore là à l'heure qu'il est. Il faut être honnête, parce que cette liste parle autant de faits que de peur.
Le vase Bassano est l'une des légendes invérifiables les plus tenaces d'Europe. Aucun registre de vente n'a jamais été produit, aucun certificat de décès n'a pu être relié à l'affaire, aucune photographie n'a confirmé quoi que ce soit. Les sceptiques disent qu'il est né dans un tabloïd et qu'il a été poli par des décennies de récits répétés. Les croyants répondent par une question simple. Si les autorités ont enterré un objet dans un lieu secret précisément pour qu'il ne soit jamais retrouvé, quel document vous attendez-vous à voir? C'est là le piège élégant de cette histoire. L'absence de preuves fait partie intégrante du récit, et les détails de l'enterrement refusent de se comporter comme de la fiction ordinaire. La version la plus persistante parle d'un cercueil doublé de plomb, la même protection utilisée pour les déchets radioactifs, choisie par des gens qui voulaient manifestement plus que de la terre entre l'argent et les vivants. Personne n'invente des précautions techniques aussi banales pour un monstre qu'il sait imaginaire. Mais retirer toutes les morts impossibles à prouver et une image demeure encore, et c'est elle qui maintient cette légende en vie. Quelqu'un, à un moment donné, a enfermé une fortune en argent dans une boîte, a écrit de sa propre main « Méfiez-vous, ce vase apporte la mort », puis la mise en terre. On n'enterre pas un trésor avec une mise en garde pour rien. Quoi qu'ils aient vu, quoi qu'ils aient perdu, ils y ont cru assez fort pour rendre le vase à la terre. Et la terre, si la version de la police est vraie, a été priée de le garder pour toujours. En 1785, la charrue d'un fermier dans un champ anglais a mis au jour notre 7e position. Un énorme anneau d'or qui a peut-être entraîné une véritable malédiction romaine dans la fantaisie la plus célèbre du monde. L'anneau lui-même est saisissant, 12 grammes d'or, si grand qu'il tient à peine sur un pouce humain, probablement porté par-dessus un gant. Son chaton porte l'image de la déesse Vénus, et tout autour de l'anneau court une inscription latine grossière. Seniscianus, vis bien en Dieu. Une bénédiction chrétienne gravée par une main romaine au IVe siècle. Pendant des décennies, ce n'était qu'une curiosité dans la collection d'un domaine de campagne appelé The Vine. Personne ne la reliait à quoi que ce soit. Jusqu'au jour où, à 130 km de là, des archéologues sur un site appelé Lydney ont fouillé les ruines d'un temple romain dédié à un dieu obscur nommé Nodens. Parmi les offrandes, ils ont trouvé une petite feuille de plomb, le genre de support que les Romains utilisaient pour adresser aux dieux des plaintes officielles. Ces tablettes de malédiction, dans le monde romain, c'était du sérieux. On y écrivait sa grievance, on nommait son ennemi, puis on clouait sa haine au mur d'un temple pour que la divinité s'en charge. Celle-ci a été rédigée par un homme nommé Silvianus, et elle dit, en substance, « J'ai perdu mon anneau. Je sais qui l'a pris. Ô Dieu Nodens, parmi tous ceux qui portent le nom de Sénitianus, n'accorde aucune santé tant qu'il n'aura pas rendu l'anneau à ton temple. » Lisez ces deux objets ensemble, et le crime se résout tout seul à travers 17 siècles. Silvianus, un visiteur romain, perd un précieux anneau d'or, ou se le fait subtiliser. Le voleur, Sénitianus, fait réengraver l'anneau volé avec une bénédiction chrétienne et son propre nom, peut-être pour effacer son passé païen, peut-être par culpabilité, peut-être par peur qu'un dieu païen ne soit désormais à ses trousses. Et Silvianus, furieux, paie le temple pour rendre cette peur permanente. Les tablettes de malédiction romaines n'étaient pas non plus de simples graffitis. En commander une, c'était payer un scribe et le temple, déposer une plainte officielle adressée au ciel, ce qui vous dit exactement combien valait cet anneau pour l'homme qui l'avait perdu.
Nous ne savons pas comment Sénitianus est mort, ni quand, ni si sa santé a tenu. Nous ne savons qu'une chose avec certitude, l'anneau n'est jamais retourné au temple. La malédiction n'a jamais été levée. Selon les règles de la religion romaine, elle est donc toujours active. Et maintenant, le retournement qui mérite à cet artefact sa place ici. En 1929, l'archéologue Mortimer Wheeler travaillait sur les découvertes du temple de Linné et avait besoin d'aide pour l'étymologie du mystérieux dieu Nodens. Il consulta un jeune professeur d'Oxford, spécialiste de l'anglo-saxon, un philologue du nom de J.R.R. Tolkien. Tolkien étudia le dieu de la tablette de malédiction. Il aurait connu toute l'affaire, l'anneau d'or volé, l'inscription, le sort jeté à l'homme qui le gardait. Quelques années plus tard, ce même professeur se mit à écrire l'histoire d'un anneau d'or d'une puissance immense, trouvé par hasard, qui corrompt et détruit ceux qui le conservent. Un anneau qu'il faut ramener à l'endroit d'où il vient pour briser son emprise. Le Hobbit est publié en 1937. Les spécialistes de Tolkien sont sincèrement divisés sur le lien. Certains y voient la graine évidente de la Terre du Milieu, d'autres une coïncidence habillée pour les touristes. Le National Trust a pris parti à sa manière, discrètement. Il a aménagé à The Vine une salle dédiée à l'anneau, conçue avec la Tolkien Society, où l'or repose sous un projecteur à côté d'une réplique de la tablette de malédiction, laissant 17 siècles de rancune et 1 siècle de fantaisie se fixer à travers la vitre. Le National Trust, qui expose désormais l'anneau à The Vine, laisse volontiers les visiteurs se faire leur propre idée. L'anneau repose dans sa vitrine à côté de l'histoire de la tablette, l'or captant la lumière exactement comme l'or le fait dans toutes les légendes qu'on n'a jamais racontées à son sujet. Mais mettez de côté le débat littéraire et tenez-vous-en aux faits froids. Un véritable anneau, un véritable vol, une véritable malédiction gravée dans le plomb par un homme qui voulait que son ennemi tombe malade jusqu'au jour où il rendrait ce qu'il avait volé. Sénitianus ne l'a jamais rendu. 1600 ans plus tard, des inconnus passent devant la vitre et se penchent pour observer de près son bien volé. Le dieu qu'on a prié de recouvrer la dette est mort depuis des siècles. La dette, techniquement, ne l'est pas. La 6e place porte un uniforme de marin défraîchi, tient un lion en peluche et reçoit plus de courriers que la plupart des habitants vivants de Key West en Floride. Robert la poupée a plus d'1 siècle, rembourré de laine de bois, le visage usé jusqu'à n'être plus qu'un regard vide et balafré, et il est sans doute l'objet de musée le plus redouté d'Amérique. Pas à cause de son apparence, à cause de ce qui, selon les gens, arrive à ceux qui lui manquent de respect. Robert aurait été offert à un garçon nommé Robert Eugène Otto vers 1904. La famille appelait le garçon Jean, et Jean donna à la poupée son propre prénom, comme s'il lui remettait une part de lui-même. La légende raconte que ce cadeau venait d'une domestique bahaméenne maltraitée par la famille et qui connaissait la magie populaire. Que ce détail soit historique ou enjolivé, ce que le foyer rapporta ensuite est, lui, d'une étrangeté constante. Des meubles renversés dans des pièces verrouillées, des rires étouffés dans des couloirs vides, des voisins qui juraient avoir vu la poupée passer d'une fenêtre à l'autre quand la famille était absente. Et, surtout, les voix. Les parents de Jean entendaient leur fils à l'étage se disputer avec quelqu'un. 2 voix distinctes, l'une aiguë et inconnue. Et quand quelque chose se brisait et qu'il fallait désigner un coupable, le garçon donnait toujours la même réponse. C'est Robert qui l'a fait. La plupart des enfants finissent par abandonner ce genre d'amis. Jean, lui, ne l'a jamais fait. Il a grandi, a étudié l'art à Paris, s'est marié et rentré à Key West.
et a installé la poupée dans la pièce en tourelle à l'étage du manoir familial, assise près de la fenêtre, visible depuis la rue. Sa femme, dit-on, la détestait et le suppliait de s'en débarrasser. Jean refusait, et selon certains récits, le mariage s'est peu à peu détérioré dans cette maison, sous le regard de la poupée. Quand Jean est mort en 1974, Robert est resté, et la famille qui a acheté la maison a découvert sa jeune fille en train de hurler la nuit, affirmant que la poupée bougeait, affirmant qu'elle voulait lui faire du mal. Qu'un enfant dise ça dans cette même pièce en tourelle, 70 ans après qu'un autre enfant l'ait dit pour la première fois, cela a suffi. Robert a quitté la maison pour de bon. Aujourd'hui, il repose dans une vitrine au Fort East Martello Museum, et le personnel applique une règle que vous ne trouverez dans aucun autre musée du pays. Avant de photographier Robert, vous devez lui demander la permission, poliment, à voix haute. S'il n'aime pas ça, disent-ils, vous devriez le sentir. Et si vous riez, prenez quand même la photo et repartez. C'est là que les lettres commencent. Elles arrivent du monde entier, par centaines et par centaines, et le musée les expose autour de la vitrine comme des trophées. Le schéma change à peine. Cher Robert, je me suis moqué de vous, et depuis ce jour, ma vie s'est effondrée. L'appareil photo qui est mort cet après-midi-là, l'accident de voiture sur le chemin du retour, les papiers du divorce, le travail perdu, la maladie sans diagnostic. S'il vous plaît, Robert, je suis désolé. S'il vous plaît, rendez-moi ma vie. Des adultes, avocats, soldats, sceptiques venus pour se moquer, écrivant des lettres d'excuses à une poupée rembourrée, parce que quoi qu'il se soit passé après leur visite, cela les a davantage effrayés que la honte elle-même. De leur côté, les employés traitent leur pièce comme un collègue. Ils saluent Robert en ouvrant le matin et lui disent au revoir à la fermeture. Les visiteurs déposent des bonbons et de petits jouets au pied de sa vitrine, comme on laisse des fleurs dans un sanctuaire. Et pendant les fêtes, la poupée reçoit des cadeaux emballés, envoyés par des inconnus qui n'ont jamais mis les pieds en Floride. Restez dans cette pièce et il devient difficile de garder son air supérieur. La climatisation ronronne, la lumière est tamisée pour protéger le vieux tissu et le visage abîmé de Robert pointe vers la vitre avec une expression que 100 ans de contact ont usé jusqu'à rendre indéchiffrable. Le musée insiste sur le fait qu'il ne fait aucune affirmation. Il se contente de rapporter le courrier. Et chaque matin, quelque part à Key West, un employé trie une nouvelle pile d'enveloppes adressées à une poupée, lisant les catastrophes d'inconnus, classant leurs excuses et faisant très attention à rester dans les bonnes grâces de Robert. On pouvait autrefois acheter la 5e place sur eBay comme un vieux meuble de cuisine, un petit casier à vin avec soi-disant un démon enfermé à l'intérieur. En 2001, un antiquaire nommé Kevin Manis a acheté cette boîte lors d'une vente de succession dans l'Oregon. Elle avait appartenu à une survivante de l'Holocauste nommée Avella, et Manis a raconté que la petite fille de la famille lui avait dit quelque chose qu'aucun vendeur ne devrait jamais entendre. « On n'en veut pas, gardez-la fermée. » À l'intérieur, grand-mère gardait un dibouk. Dans le folklore juif, un dibouk est un esprit agité et malveillant qui s'accroche au vivant. Et selon l'histoire, Avella en avait enfermé un dans le meuble des décennies plus tôt, sans jamais l'ouvrir une seule fois. Manis, bien sûr, l'a ouvert. À l'intérieur, il a découvert une scène disposée comme pour un rituel. 2 mèches de cheveux, l'une blonde, l'autre brune. 2 vieux pénis, un bouton de rose séché, un petit gobelet à vin en or, un chandelier et une minuscule dalle de granit gravée du mot hébreu « shalom », la paix. Dès le premier jour, la boîte s'est annoncée au sens.
Tous ceux qui l'ont manipulé ont rapporté la même paire d'odeurs impossibles accrochées au bois. Des fleurs de jasmin et de l'urine de chat. Une puanteur qui imprégnait la pièce où le meuble se trouvait. En quelques jours, dit-il, sa boutique a été saccagée pendant la nuit d'une manière qu'aucun intrus n'aurait pu expliquer, et tous ceux qui étaient liés à la boîte ont commencé à faire le même cauchemar. Une vieille sorcière aux yeux creux, en attente. Il a offert le meuble à sa mère pour son anniversaire. Le jour même, elle a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Manis a repris la boîte et a fait ce que les gens modernes font avec leurs démons. Il l'a mise en ligne, avec une annonce longue et terriblement détaillée qui est devenue une légende d'Internet. Un étudiant l'a achetée. Sa santé et sa vie se sont effondrées et il l'a revendue. Le suivant a été Jason Axton, directeur d'un musée médical, qui a documenté ce qui s'est passé ensuite. Crachats de sang, urticaire, goût métallique dans la bouche, sensation d'étouffement la nuit. Axton a consulté des rabbins, a fait refermer la boîte selon le rituel, puis l'a cachée. Hollywood a quand même frappé à la porte. Le film The Possession, sorti en 2012, est inspiré de cette annonce. Finalement, la boîte a fini là où finissent ce genre de choses, au Haunted Museum de Zak Bagans, à Las Vegas, exposé comme l'objet le plus hanté du monde. Et en 2018, elle a croisé une célébrité. Post Malone a visité le musée et s'est tenu à côté de la boîte lorsqu'elle a été dévoilée. La suite est entrée dans l'histoire des tabloïds. Quelques semaines plus tard, son jet privé a crevé 2 pneus et a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Son ancienne maison a été attaquée par des braqueurs armés. Sa voiture a été détruite dans un accident. Malone lui-même a publiquement accusé la boîte du D-Book et il n'était qu'à moitié en train de plaisanter. Au musée de Las Vegas, le meuble a eu droit à un traitement VIP à l'envers. Il repose dans sa propre salle sombre. Les visiteurs signent des décharges avant d'entrer et le personnel raconte que certains invités se sont évanouis, ont fondu en larmes ou ont quitté la visite en plein milieu après être restés trop près. Puis, en 2021, l'histoire a explosé. Kevin Manis a donné une interview et a avoué « il avait tout inventé ». Le passé de la boîte, la petite fille, le D-Book, de l'écriture créative, a-t-il dit, emballée autour d'un simple casier à vin. La boîte hantée, qui a donné naissance à une franchise de films et à une pièce maîtresse de musée, n'était, selon son propre créateur, qu'une œuvre de fiction. Dossier classé. Sauf qu'il reste un problème. L'aveu explique l'histoire d'origine. Il n'explique pas l'AVC, le sang, l'urticaire, les cauchemars rapportés par des personnes qui ont acheté la boîte les unes aux autres à des années d'intervalle, ni le fait que Axton, professionnel de santé, maintienne chacun des symptômes. Les croyants avancent désormais une idée plus étrange encore que la légende initiale. Des milliers de personnes croyant en un démon auraient pu en fabriquer un, une entité nourrie non par un mal ancien, mais par la pure attention collective. Les sceptiques appellent ça une absurdité empilée sur une autre absurdité. La boîte, elle, ne donne aucun avis. Elle repose à Las Vegas sous verre, le bois couleur miel séché, contenant 2 mèches de cheveux et le mot « paix ». Un mensonge qui a pourtant fait du mal à des gens, ce qui est peut-être la définition la plus honnête d'une malédiction que quiconque ait jamais écrite. La 4e place pèse 67 carats et demi et a la couleur d'un canon de fusil. Le Black Orloff est l'un des plus gros diamants noirs de la Terre, et selon sa légende, il n'aurait jamais dû appartenir à qui que ce soit. L'histoire commence en Inde, où la pierre, alors un diamant brut de près de 200 carats, aurait été sertie comme un œil dans une statue du dieu Brahma, dans un sanctuaire près de Pondichéry. Un moine l'a arrachée et l'a volée.
À partir du moment où le dieu a perdu son œil, raconte-t-on, la pierre a emporté avec elle son regard, et tous ceux qui ont revendiqué l'œil de Brahma comme leur propriété se sont vus montrer, de la manière la plus brutale qui soit, que ce n'était pas le leur. La trace documentée réapparaît en 1932, quand un marchand de diamants nommé J.W. Paris a apporté la pierre aux États-Unis. Quelques mois plus tard, Paris est monté au sommet d'un gratte-ciel de Manhattan et a sauté. Dans les années qui ont suivi, le diamant est passé entre les mains de deux princesses russes émigrées, Nadia Vigin-Orlov, qui lui a donné son nom, et Leonila Galitsine-Baryatinsky. Les deux femmes, dit-on, ont connu la même fin dans les années 1940. Un saut depuis un immeuble. 3 propriétaires, 3 chutes. Dans les années 1950, le Black Orlov avait une réputation qu'aucun marchand de pierres précieuses ne pouvait ignorer. Alors l'un d'eux a décidé d'opérer la malédiction elle-même. Le marchand Charles Winson a acheté la pierre et l'a fait tailler en 3 morceaux distincts, partant du principe que quoi que ce soit qui vivait dans le diamant ne pourrait pas survivre à une division. Le plus gros fragment, la taille coussin de 67 carats et demi, a été monté sur une broche entourée de plus d'une centaine de petits diamants blancs, puis suspendu à un collier, comme si habiller l'œil avec assez de lumière pouvait le calmer. Winson a vécu. Les propriétaires qui lui ont succédé aussi. La malédiction, aiment dire les joailliers, a été brisée par la taille. Depuis, la pierre a été exposée au Musée américain d'histoire naturelle et portée sur le tapis rouge des Oscars, étincelante, photographiée, inoffensive. Un propriétaire moderne a même admis qu'il avait passé ses premiers jours avec le diamant à attendre que quelque chose tourne mal, à surveiller les informations, à faire attention dans les escaliers. Rien n'est jamais arrivé, a-t-il dit, même s'il a confessé n'avoir jamais tout à fait cessé de se demander si la pierre était épuisée ou simplement patiente. Les joailliers qui ont manipulé la pierre décrivent à quel point le carbonado est étrange comparé à un diamant ordinaire. Poreux, mat, bizarrement léger pour sa taille, froid contre la peau comme un galet de rivière. Une pierre qui boit la lumière au lieu de la renvoyer. Maintenant, place au dossier des sceptiques, parce qu'avec cette pierre, les doutes sont aussi fascinants que les morts. Les historiens n'ont jamais retrouvé de documents solides sur l'une ou l'autre des princesses. Aucun sanctuaire près de Pondichéry avec un Brahma aux yeux de diamant n'a jamais été identifié. Et la géologie elle-même lève un sourcil. Les diamants noirs de ce type, appelés carbonado, se trouvent presque exclusivement au Brésil et en Afrique centrale, pas en Inde. Certains chercheurs pensent que toute la malédiction a été fabriquée au XXe siècle par des marchands qui comprenaient une vérité simple du commerce des gemmes. Un diamant accompagné de 3 cadavres vaut plus qu'un diamant sans histoire. Si c'est le cas, le Black Orlov est un complot au sens le plus pur du terme. Une légende de mort conçue comme un outil marketing, avec le vrai suicide de J.W. Paris comme graine de vérité. Mais arrêtez-vous un instant sur cette théorie, parce qu'elle laisse un arrière-goût glacé. Si la malédiction a été inventée, alors quelque part en chemin, un désespoir humain bien réel, un homme bien réel sautant d'un immeuble bien réel, a été recyclé en argument de vente, raconté lors de soirées, imprimé dans des catalogues, porté aux cérémonies de remise de prix. La pierre, elle, est innocente dans tous les cas. Du carbone, de la pression, 1 milliard d'années d'obscurité polie jusqu'à briller. Sous les lumières du musée, elle ne scintille pas comme un diamant blanc. Elle absorbe, petite fenêtre noire au milieu d'une vitrine pleine de feu. Les gens restent devant elle plus longtemps que devant n'importe quoi d'autre dans la salle. Quoi que ce soit qui regarde à travers elle, l'œil volé d'un dieu ou rien du tout,
les gens baissent encore la voix quand ils s'approchent. La troisième place planait au-dessus de milliers de cheminées britanniques. Une estampe bon marché d'un enfant en pleurs que les pompiers ont fini par redouter. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, un peintre italien nommé Bruno Amadio, travaillant sous le nom de Giovanni Bragolin, a réalisé une série de portraits d'orphelins en larmes. Imprimé en masse et vendu dans les grands magasins à travers la Grande-Bretagne, The Crying Boy est devenu l'une des images les plus répandues du pays. Un tout petit aux yeux sombres, les larmes coulant sur ses joues, fixé dans des dizaines de milliers de salons. Puis des salons ont commencé à brûler. En 1985, un pompier du Yorkshire nommé Peter Hall est allé voir la presse avec quelque chose dont ses équipes murmuraient depuis des années. Incendie après incendie, il fouillait des maisons ravagées, meubles disparus, tapis réduits en cendres, photos de familles recroquevillées, et ne trouvait qu'un seul objet intact. The Crying Boy. Souvent face contre terre, souvent à peine roussi. Le déclic était personnel. La maison du propre frère de Hall avait brûlé et l'estampe avait survécu. The Sun a publié l'histoire sous le titre Blazing Curse of the Crying Boy et la Grande-Bretagne a perdu la tête. Les lettres ont afflué par centaines, des lecteurs racontant leurs propres incendies, leurs propres estampes rescapées, leur série de catastrophes depuis le jour où l'image était entrée dans la maison. Un officier des pompiers nommé Alan Wilkinson a révélé avoir lui-même consigné environ 50 incendies de maisons liés au Crying Boy au fil des années. Il ne croyait pas aux malédictions, mais beaucoup de ses collègues refusaient discrètement d'avoir cette image à proximité de leur foyer. Les légendes ont fleuri pour combler le vide. La plus populaire affirmait que le modèle était un orphelin espagnol appelé Don Bonillo, un garçon qui avait survécu à un incendie ayant tué ses parents et que le feu suivait partout où il allait, jusqu'à sa mort, encore jeune, dans une voiture en flammes. Aucun document n'a jamais confirmé l'existence de ce garçon, mais l'histoire collait trop bien pour disparaître. À Halloween cette année-là, The Sun a organisé quelque chose que la Grande-Bretagne n'avait pas vu depuis le Moyen-Âge, un bûcher de masse. Les lecteurs ont envoyé leurs estampes, environ 2500, et le journal les a empilées en hauteur avant d'y mettre le feu, promettant que la malédiction s'éteindrait dans les flammes. Des décennies plus tard, une enquête de la BBC a enfin fait ce que personne n'avait pensé à faire, tester le tableau. L'écrivain Steve Punt a obtenu une estampe et avec des chercheurs spécialisés dans les incendies, l'a exposée à une flamme nue. Le résultat a expliqué la moitié du mystère en 30 secondes. Les estampes étaient recouvertes d'un vernis ignifuge. La ficelle au dos brûlait d'abord, si bien que l'image tombait rapidement face contre terre dans n'importe quel incendie, sa surface traitée plaquée contre le sol pendant que la pièce brûlait au-dessus. La physique, pas la possession. Chaque incendie avait sa cause banale. Une friteuse, une cigarette, un mauvais câblage. Et l'estampe la plus populaire de Grande-Bretagne avait statistiquement toutes les chances de se retrouver au milieu d'un grand nombre d'entre eux. Même les démystificateurs ont toutefois laissé une petite porte entrouverte. Quand les enquêteurs ont finalement essayé de détruire volontairement leur propre estampe de test en la tenant dans une flamme nue, elle s'est carbonisée sur les bords et a obstinément refusé de se consumer. Et l'équipe a admis, à moitié en riant, que la voir ne pas brûler était plus troublant que n'importe quel titre de tabloïd. Et pourtant, demandez aux croyants pourquoi, parmi toutes les images produites en série en Grande-Bretagne, c'est l'enfant en pleurs qui refusait de brûler. Pourquoi l'orphelin à l'épreuve du feu pleurait dans 10 000 foyers qui ont ensuite été remplis de fumée. Et aucune explication au vernis ne tient vraiment. Toute cette affaire reste l'exemple parfait de la naissance d'une malédiction.
Un seul schéma vrai, un pompier en deuil, un journal avide et l'imagination d'un pays qui fait le reste. Les estampes sont désormais des objets de collection. Certains les encadrent. D'autres, encore aujourd'hui, ne laisseraient jamais entrer une telle image par la porte d'entrée parce que l'odeur de la fumée a une longue mémoire et la peur aussi. Le deuxième de cette liste est mort depuis plus de 5000 ans et certains affirment qu'il règle encore ses comptes. En septembre 1991, 2 randonneurs allemands, Helmut et Erika Simon, traversaient une crête en altitude dans les Alpes de l'Ötztal lorsqu'ils ont aperçu une forme brune qui dépassait de la glace en train de fondre. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un alpiniste mort, d'un drame récent. C'était un homme mort à une époque où les pyramides n'avaient même pas encore été construites. Ötzi, comme le monde l'a appris à le connaître, est la plus vieille momie naturelle d'Europe, environ 5300 ans, conservée avec sa hache en cuivre, ses flèches, son bonnet en peau d'ours et même son dernier repas dans l'estomac. Et il a été assassiné. Les scanners ont révélé une pointe de flèche en silex fichée dans son épaule gauche. Il s'est vidé de son sang sur cette crête, seul, et la glace s'est refermée sur lui comme un couvercle. La science n'avait jamais reçu un tel cadeau. Puis les gens autour de ce cadeau ont commencé à mourir. Rainer Henn, le médecin légiste qui a soulevé le corps à main nue, a trouvé la mort dans un accident frontal de voiture en 1992, alors qu'il se rendait à une conférence où il devait parler d'Ötzi. Kurt Fritz, le guide de montagne qui a organisé la récupération et découvert le visage de la momie, a été enseveli par une avalanche. Dans son groupe pourtant expérimenté, la neige n'a emporté que lui. Rainer Hölzel, le caméraman dont les images exclusives de la récupération ont fait le tour du monde, est mort peu après d'une tumeur au cerveau. Puis la montagne a rappelé l'homme qui avait tout déclenché. En 2004, Helmut Simon est retourné dans les Alpes et a disparu dans une tempête de neige soudaine. Les équipes de recherche l'ont traqué pendant 8 jours avant de retrouver son corps au pied d'une falaise, face contre terre dans un ruisseau, non loin de l'endroit où il avait autrefois découvert l'homme des glaces. Quelques heures après les funérailles de Simon, Dieter Warnecke, le chef de l'équipe de secours qui l'avait recherché, s'est effondré d'une crise cardiaque. L'année suivante a emporté le plus grand nom de tous, Konrad Spindler, l'archéologue principal qui avait étudié Ötzi pendant plus d'une décennie et qui s'était publiquement moqué de l'idée de malédiction en lançant « La prochaine victime pourrait être moi ». Quelques mois plus tard, il était mort de complications liées à la sclérose en plaques. Puis il y a eu Tom Loy, l'archéologue moléculaire qui a fait la découverte qui a tout changé. Des traces de sang de 4 personnes différentes sur les armes d'Ötzi, preuve que l'homme des glaces s'est battu et a peut-être tué avant de mourir. Loy est mort en 2005. Son livre sur Ötzi restait inachevé. D'une maladie du sang diagnostiquée, ses collègues l'ont noté avec malaise, à peu près au moment où il a commencé à travailler sur la momie. 7 morts en 14 ans, dessinant un cercle parfait autour d'un seul cadavre gelé. Il y a même une note amère sur l'argent. Les Simon ont passé des années au tribunal à se battre pour obtenir une juste récompense de découverte pour l'homme congelé le plus précieux de l'histoire. Et Helmut est mort avant que le litige ne soit réglé, laissant sa veuve toucher une prime qu'il n'a jamais vue. Les statisticiens le disent, à juste titre. Des centaines de personnes ont travaillé sur Ötzi et ont survécu. 7 morts parmi elles, c'est le hasard qui porte un masque inquiétant. Les croyants répondent en pointant le schéma. La malédiction n'a pas touché la foule, elle a touché les mains. L'homme qui l'a soulevé, l'homme qui a dévoilé son visage, l'homme qui l'a filmé, l'homme qui l'a trouvé, l'homme qui s'est moqué de lui, l'homme qui a lu le sang de ses victimes.
Aujourd'hui, Otzi repose dans une chambre froide à Bolzano, en Italie, maintenu à la température du glacier qu'il a conservé avec une humidité contrôlée au 10e près, visible à travers une petite fenêtre. Cuirassé, patient, 5 millénaires au-delà du souci. Du moins, c'est ce que nous supposons. Il reste une place sur cette liste, et l'objet numéro 1 joue dans une toute autre catégorie. Sa légende n'implique pas une famille, une équipe, ni 7 scientifiques malchanceux. Elle implique la guerre la plus meurtrière que notre espèce ait jamais menée. Si vous pensez savoir quel objet arrive en tête d'un classement comme celui-ci, écrivez votre réponse dans les commentaires tout de suite, puis continuez à regarder pour vérifier si vous avez vu juste. Et l'artefact le plus maudit de la Terre repose sous une dalle de jade vert sombre à Samarcande, dans le tombeau de Tamerlan. Il y a 6 siècles, Timur, Tamerlan pour l'Occident, a bâti un empire de Delhi à la Méditerranée sur un socle de crâne. On estime que ces campagnes ont fait jusqu'à 17 millions de morts, une part considérable de tous les êtres vivants de l'époque. Les villes qui lui résistaient devenaient des pyramides de têtes. Ses contemporains écrivaient que l'odeur parvenait aux voyageurs avant même les ruines. Quand il mourut en 1405, il fut scellé dans le mausolée de Gour-Émir sous le plus grand bloc de jade du monde et, selon la tradition, sous un avertissement. Des mots gravés, disent les récits, promettaient « Quand je ressusciterai, le monde tremblera ». Pendant 500 ans, personne n'est allé vérifier. Puis vint juin 1941. Staline ordonna une expédition scientifique à Samarcande. Ouvrir la crypte, confirmer que le squelette était bien celui de Timur, et laisser l'anthropologue Mikhail Gerasimov, le génie soviétique de la reconstruction faciale, redonner au conquérant son visage à partir de son crâne. L'équipe décrivit plus tard une fouille qui leur résistait. Le matériel tombait en panne, les lumières s'éteignaient dans la voûte, et le caméraman de l'expédition, Malik Kayumov, raconta une histoire qu'il répéterait sans jamais en changer un mot jusqu'à la fin de sa longue vie. 3 vieillards l'auraient abordé dans une maison de thé de Samarcande, portant un livre ancien. Ce livre, dirent-ils, contenait un avertissement. Quiconque troublerait le tombeau de Timur libérerait un envahisseur plus terrible que tout ce que le monde ait jamais connu. Les scientifiques rirent. Le 20 juin 1941, ils soulevèrent la dalle de jade et ramenèrent le squelette de Tamerlan à la lumière. 2 jours plus tard, le 22 juin, Hitler lança l'opération Barbarossa, la plus grande invasion de l'histoire humaine, et l'Union soviétique se mit à saigner à une échelle que même Timur n'avait jamais atteinte. Coïncidence, évidemment. L'invasion avait été préparée depuis des mois. Des armées de millions d'hommes ne se mobilisent pas à cause d'une dalle de jade. Tous les historiens vous le diront, et ils ont raison. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La guerre tourna au désastre, et Kayumov, devenu caméraman sur le front, affirma s'être frayé un chemin jusqu'à une réunion du haut commandement soviétique et avoir raconté aux généraux l'histoire des vieillards, du livre, de l'avertissement, en les suppliant de remettre Tamerlan à sa place. Ce qui est documenté, c'est ceci. En novembre 1942, sous l'œil de Staline, au cœur de la guerre la plus désespérée de l'histoire russe, quand chaque avion, chaque rouble, chaque heure comptait, l'État soviétique prit le temps de rendre les restes de Timur à Samarcande et de les réenterrer selon les rites islamiques complets. Un empire athée s'arrêtant en pleine apocalypse pour présenter ses excuses à un squelette. Quelques jours après la réinhumation, l'armée rouge lança sa contre-offensive à Stalingrad et referma l'étau autour de la 6e armée allemande, le tournant de toute la guerre. De la réouverture du tombeau à la réinhumation,
la période la plus sombre du XXe siècle, encadrée par une dalle de jade presque jour pour jour. Les croyants y voient un conquérant qui a tenu sa promesse. Les sceptiques y voient la coïncidence la plus spectaculaire jamais enregistrée, plus un dictateur superstitieux qui se ménageait une porte de sortie. Kayumov, lui, vécut jusqu'à plus de 90 ans, décoré et célèbre, et n'adoucit jamais un seul mot de son récit. Jusqu'à ses dernières interviews, il répéta que les vieillards les avaient prévenus, qu'il avait transmis l'avertissement à la chaîne et qu'il croyait que la réinhumation avait été entendue. Qu'on le croie ou non, personne ne l'a jamais pris en flagrant délit de mensonge. Gerasimov, de son côté, obtint ce que la science était venue chercher. Le squelette confirma une jambe droite boiteuse et un bras droit atrophié. Timur le boiteux, vérifié os par os. Et le visage reconstitué continue de fixer les lecteurs de manuels, avec des pommettes comme des murailles de forteresse. Le tombeau n'a jamais été rouvert. Aujourd'hui, les touristes défilent dans Gouremir sous un dôme couleur d'eau profonde, et même les plus bruyants se taisent devant la pierre de jade, froide et sombre comme un lac gelé, avec à l'intérieur un homme qui avait promis un jour que le monde tremblerait, et, pendant 4 années inimaginables, il a tremblé. À ton tour maintenant. Parmi ces 13 objets maudits, lequel prendrait la première place dans ta liste? Écris-le dans les commentaires ci-dessous.